Bonjour Sophia Chikirou. Bonjour Sam. Sophia Chikirou, tu es une figure incontournable de la France insoumise et candidate à la mairie de Paris pour un nouveau pari populaire dont on va parler dans quelques instants. Dans un premier temps, je voulais ouvrir cette interview chez Zira avec ce qu'on voit. Voilà, c'est notre enveloppe corporelle, extérieure forcément, ou l'image interne qu'on renvoie aux autres. En gros, j'ai envie de parler de ton image. Je voulais savoir, Sophia, quelle image as-tu de toi déjà? Ah, l'image que j'ai de Ouais. moi-même, Comment tu te vois? je me vois comme une petite souris. Ah, une souris. Oui, Pourquoi? parce que je marche vite, je suis toujours, en train de faire quelque chose, je suis toujours affairée, donc je suis quelqu'un qui, dépense beaucoup d'énergie. Je ne sais pas rester sur place. Et quelle image tu penses que les gens, les autres, ont de toi? Hem Alors attends, parce que c'est une chose de penser à ceux que tu côtoies, qui sont dans ton environnement, la façon dont ils ont de te percevoir. C'est vrai, il y a la perception des proches, ceux qui t'aiment. Voilà, et puis après il y a, autre chose qui est, la construction qui est faite, par, l'interprétation médiatique, qui est Oui. quand même un filtre ou enfin c'est un média, donc un intermédiaire Mmh. qui, donne à voir ce qu'il a envie de donner à voir. C'est pas la même chose. Si tu m'interroges sur, comment me perçoivent les gens qui me côtoient, les gens qui m'entourent, il y a une vraie différence entre ceux-là, la façon qu'ils ont de me voir et qu'ils me disent, hein, Ouais. et ce que, je lis, dans la presse me concernant. Eh ben, on va commencer par tes proches, ceux qui t'aiment, ceux qui te connaissent vraiment, ceux qui sont censés te connaître vraiment. Ils te voient comment? On me dit très souvent que je pense que pour ma famille, pour mes proches, je suis un point d'appui. Je suis une personne, qui, fait, qui prend en main les choses, c'est moi qui organise les fêtes de famille, c'est enfin, tu vois, le genre de truc. On peut compter sur toi, quoi. Oui et oui, je crois qu'il y a un peu de ça et T'es un fer de lance. je suis un élément dans le groupe, que peut être la famille, les amis et cetera, qui va prendre des initiatives et organiser les choses. Donc les fêtes d'anniversaire, je peux organiser et cetera. Donc je suis un élément, autour duquel, on va organiser, on va se rassembler et se réunir. On va compter sur moi. Je pense aussi, et c'est souvent on me le dit, j'ai des amis qui me disent ça ou des gens, qu'on peut venir me parler, et trouver du réconfort, du soutien, du conseil, dans plusieurs situations, dans toutes les situations auxquelles on est confronté dans la vie. Moi, j'ai beaucoup de chance dans ma vie, avec mes amis et ma famille, c'est que les gens m'aiment et me disent qu'ils m'aiment. Oui, Donc, c'est très important, enfin, je sais pas, mais pour être équilibré dans la vie, bien sûr. c'est un élément qui est fondamental. De savoir qu'on compte et de savoir aussi sur qui on peut compter, Oui, sincèrement. et puis qu'on a des gens qui nous aiment sincèrement, tout Oui. simplement. On sait que, voilà, des gens j'ai mes meilleurs amis, je les vois pas beaucoup parce qu'ils sont pas dans la politique. Donc, je les vois même très peu, finalement, surtout dans des périodes comme celle-là. Mais, je sais que, c'est très facile finalement de se retrouver, d'avoir, le mot de soutien, le mot de réconfort quand il y en a besoin ou d'avoir, d'autres discussions beaucoup plus, triviales, et qui font partie de la vie aussi. Et même si tu discutes pas avec eux pendant 3 mois ou 4 mois, la discussion, elle est peut-être la même aussi au moment où vous la reprenez. Ah exactement, enfin voilà, c'est des choses qui font que l'amour, ne se défait pas, hein, jamais, dans ces situations-là. C'est pas un amour qui est sous condition. Non. Et comment tu es vue médiatiquement? Alors là, c'est une toute autre histoire. Ah! C'est une autre histoire parce que, il y a celle qui est décrite avant 2017-2018, Oui. qui est un tournant, Pourquoi un tournant? parce qu'il y a eu l'élection présidentielle de 2017, pour l'essentiel, qui a changé les choses dans la perception. Avant 2017, j'avais des articles de presse, parce qu'on s'intéressait, à moi, la presse s'intéressait à moi, qui étaient plutôt, j'avais plutôt des adjectifs m'étaient accolés, qui étaient plutôt positifs, sympathiques, Oui. Comme hem quoi? je me rappelle que j'étais reconnue pour mon professionnalisme dans la communication, j'étais, saluée, pour, un certain nombre d'initiatives ou de travail et cetera. J'avais pas, du tout, la construction qui a été faite à partir, de 2018 où pour, la faire courte, c'est,
elle est toxique. Alors ça revient souvent, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faudrait peut-être qu'on m'explique ce qu'est une personne toxique. Les gens disent, ah bah c'est les personnes toxiques qui ne se rendent pas compte de ce qu'est être toxique. Non mais pardon, mais expliquez-moi en quoi je serais une personne toxique. Politiquement toxique, ça veut dire quoi? Et personnellement, les personnes qui disent que je suis toxique ne me connaissent pas. Donc c'est compliqué d'évaluer ça. Et puis en plus, tu vois, quand on dit de toi, tu es quelqu'un de toxique. Et là, tu te dis, mais en fait, tu m'attaques sur ma personnalité parce que tu n'es pas capable finalement de me contredire sur autre chose ou de Ou, me reprocher concrètement quelque ou chose. d'avoir des arguments concrets qui C'est justifient une ça. forme de toxicité. Voilà, donc la dernière fois, j'ai lu aussi dans un article, enfin, j'ai pas lu l'article, mais j'ai vu l'extrait, qui me traite de brutale. Rachida Dati, Sofia Chikirou, Sarah Knafo sont des femmes brutales. Anne Hidalgo a dit ça aussi. Mais de quel droit, en fait? Comment? C'est quoi le critère pour traiter ces 3 femmes-là, qui sont des opposantes ou des adversaires politiques? Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi être brutale? Et on pourrait lui retourner la chose et puis finalement tout ça n'a pas de sens. Il s'agit juste d'invectiver les gens et de les insulter, pour, couper court à toute discussion et à tout échange, dans l'espace public qui seraient des échanges démocratiques finalement. C'est peut-être une forme d'insulte polie. C'est bien sûr, parce que derrière chaque terme qui est employé, il y a un imaginaire qui est éveillé. Très Moi, j'ai probablement. lu Machine de guerre politique. Ça va? Machine de guerre politique, ça renvoie à l'idée que, ouais, je suis quelqu'un qui fait des stratégies de communication, des stratégies politiques, mais je veux dire, je suis pas loin d'être la seule dans Et ce politique. qu'on peut lire aussi, c'est, et je suis beaucoup tombé là-dessus en préparant cette interview, t'es souvent en tout cas décrite comme autoritaire. Oui, Tu l'as dit, dure, froide, distante. ça fait beaucoup quand même, hein. Waouh! Non, mais tu te dis: «Ah waouh, c'est tout ça à la fois, mais elle est monstrueuse!» Bon, j'en ai qui avaient écrit carrément la sorcière, hein, donc non, ça va loin. Ça Sectariste aussi, j'ai vu. Ouais, mais voilà, c'est une accumulation de termes péjoratifs, négatifs, qui sont censés, donner une image qui repousse et qui empêche que les gens s'intéressent au discours finalement et s'arrêtent juste sur, ce qu'ils ont retenu. En un mot, on donne, le dégoût d'une personne. Et tu vois, le truc, l'accusation ou le terme d'autoritaire, c'est un terme qui renvoie, à quoi finalement? Moi, je suis devenue, j'ai pas ça n'a pas été spontané, tu vois? Je suis pas née chef, mais j'ai d'abord été, dans une hiérarchie comme tout le monde, que ce soit dans un parti politique ou dans une entreprise. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai pris des responsabilités, je me suis retrouvée à encadrer des gens et ainsi de suite, à devenir chef d'entreprise moi-même. Et donc, à un moment donné, tu es chef et c'est toi qui diriges, donc c'est toi qui décides aussi de beaucoup de choses. Et là, elle est autoritaire. Mais pas sur la base de quoi? C'est la même si dans ma position, un homme de 30, 40 ou 50 ans, qui, porte un costume gris, une cravate, bleue, on lui dira pas qu'il est autoritaire parce qu'on dira: «Il a une autorité naturelle, c'est celle de l'homme qu'on s'attend à voir diriger». Et c'est rare d'entendre dire d'un homme qu'il est autoritaire. C'est vrai. Un homme avec un costard-cravate, qui, a un titre de directeur, tout le monde s'attend à lui obéir ou, pour ne pas dire à lui obéir, à suivre ses consignes et cetera. Mais moi, je me rappellerai toute ma vie d'un journaliste qui vient me voir dans mon bureau à l'époque du Média et qui me dit un peu en soufflant comme ça, il me dit: «Mais je ne sais pas si tu te rends compte de la situation dans laquelle on est». Et je lui dis: «De quoi il me parle?» Et là, il me dit: «Tu es quand même, une femme qui dirige, 45 personnes et c'est pas facile déjà pour un homme d'être dirigé par une femme». Il me dit ça, il me dit: «Et en plus, je sais pas si tu te rends compte que tu es, la première femme, qui a fondé un média et qui dirige un média. Sinon, c'est que des hommes. Et en plus, tu es d'origine ouvrière, parce que tu viens d'un milieu social ouvrier. Tu viens pas du milieu social, de parisien, bourgeois médiatique, quoi». Et moi, je me prends ça et je lui dis: «Et qu'est-ce que ça change tout ça?» Il me dit: «Bah, faut l'intégrer pour, accepter, de suivre ce que tu dis et cetera et cetera». Donc sous-entendu quoi? Tu devrais jouer un rôle?
Tu Non, devrais faire en sorte de jamais paraître autoritaire, de jamais faire des choix, des il voulait décisions. que j'intègre le malaise que cela peut provoquer chez D'accord. d'autres personnes d'être dirigées par quelqu'un comme moi. Mais c'est pas toi qui dois régler leurs problèmes. C'est vrai, et en même temps, tu vois, avec le recul maintenant, que je me dis toujours, je me dis finalement, un bon chef d'entreprise ou un bon dirigeant d'équipe, comme tu peux l'être, c'est aussi quelqu'un qui s'adapte aux gens qui sont autour de lui et qui accepte que tu as commencé par l'image qu'on renvoie aux autres, donc qui accepte aussi que l'image qu'on renvoie aux autres peut les percuter dans leurs certitudes ou leurs clichés, etc. C'est un peu peut-être psychologisant ce qu'on est en train de dire là, mais l'idée c'est de dire soit tu prends l'attitude qui est je suis absolument indifférente à ce Oui. que tu perçois de moi, parce que moi je suis là pour faire un job et je veux réussir dans mon travail. Oui. Et puis de toute façon, dans ce type de milieu-là, on va utiliser tes qualités comme des armes contre toi. C'est-à-dire que ce qui t'a permis d'être là où tu Mais en es évidemment, est utilisé par la suite pour te blesser et pour te faire tomber. mais évidemment. Mais parce que c'est un milieu, le milieu politique ou médiatique, hyper compétitif. Donc, évidemment que tout ce qui fait ta force, tout ce qui fait que tu es... Moi, je suis Sophia Chikirou avec le parcours que j'ai eu, qui n'a pas été forcément ni un parcours particulièrement difficile, faut pas exagérer, ni un parcours facile. Faut pas non plus se leurrer là-dessus, mais on va utiliser chez moi la machine de guerre. Je suis pas une machine de guerre, je suis quelqu'un qui, une fois que j'ai une mission, je l'accomplis et je fais tout pour l'accomplir du mieux possible. Comme l'organisation des anniversaires. Un peu, ouais. Bah, la dernière fête que j'ai organisée, c'est Noël. Mais j'avais de la compétition. J'ai quelqu'un qui essaye de me détrôner dans la famille. Ah, C'est la dernière en plus, elle a à peine 8 ans, mais ça y est, elle commence à prendre des responsabilités. Je sens que dans quelques années, c'est elle qui prendra la place. t'es considérée, Sophia Chikirou, comme une queen, comme une reine de la Ah communication. bon? Dans ton domaine, dans ton milieu, dans la politique, dans ta famille aussi politique. Quel est le conseil que tu donnes par bienveillance aux autres, mais que tu t'appliques pas à toi? Le conseil que je donne aux autres, mais je ne m'applique pas. Alors, j'essaie vraiment de m'appliquer les conseils que je donne aux autres parce que je trouve que ça vaut mieux. Mais non, je me les applique. Vraiment, je m'applique tous les conseils que je donne. Je dis aux gens, premier conseil quand ils arrivent en politique, qu'ils viennent d'être élus députés et qu'ils passent de l'anonymat à être connus. Tout premier conseil, jamais rien sur ta vie privée, n'étale jamais. Et deuxième conseil que je donne, qui est vraiment essentiel en politique, mais je crois partout, ne te fais jamais d'ennemis personnels en politique. Donc, jamais de coups sous la ceinture, jamais ne te réjouis pas du malheur des autres. Surtout quand c'est des histoires qui touchent à la vie privée ou ce genre de choses. Parce que ça sert à rien. Il faut toujours rester sur le combat politique. Et n'emploie pas des armes. Moi, vraiment, c'est quelque chose de très important. On a eu la discussion il y a encore 2 jours avec une personne que j'ai connue, à qui je disais, mais en fait, dans le combat politique, tu as employé des armes pas éthiques. Et finalement, le moyen et la fin, chez nous, ils se rejoignent. Si on veut une société éthique et morale, si on veut que des principes soient respectés, il faut que, pour y parvenir à cette société-là, il faut employer ces outils-là. On ne peut pas parvenir à instaurer la justice sociale en employant des moyens qui sont pas justes et pas respectueux de cela. Et comment tu qualifierais, définirais le traitement médiatique que tu reçois depuis 2017? C'est à la fois logique que le traitement médiatique soit si agressif contre moi et si négatif, dans la mesure où moi je l'ai remis en cause, le système médiatique. Je l'ai attaqué en disant dès 2017, j'ai dit le système médiatique tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il fonctionne, concentré entre les mains de quelques milliardaires dans le pays, pour ce qui est du privé, sous la coupe du pouvoir politique et du gouvernement pour ce qui est du public, ce système médiatique-là ne permet pas l'égalité de traitement des idées et ne fait pas vivre la démocratie. Ce système médiatique est au service
d'une caste privilégiée. Je l'ai attaqué frontalement. Donc aujourd'hui, je ne m'étonne pas de son agressivité, d'autant plus que le système médiatique, c'est de plus flagrant depuis qu'on a Bolloré qui ne se cache de rien, mais le système médiatique a un dessein politique et qui est le contraire de celui que nous défendons. Est-ce que toi, tu dirais que tu fais partie de leur dessein politique? Est-ce que tu vis parfois une guerre psychologique face à ce traitement médiatique? Il faut pas vraiment, c'est très important de le mettre à distance. Ça, c'est fondamental. Si vous faites trop attention à ce qu'on raconte, ce qu'on écrit sur vous, ce qu'on dit de vous, les commentaires, vous risquez de beaucoup trop souffrir. Moi, personnellement, ils m'atteignent plus, hein. Mais Ils peuvent ils t'ont atteint Ils à un m'ont fait moment donné. beaucoup de mal et puis j'ai laissé tomber quand j'ai vu que, ça servait à rien de toute façon d'essayer de raisonner, tu vois, tous les qualificatifs que tu donnes, ça sert à rien d'essayer de lutter contre ça. Tu perds du temps, de l'énergie, c'est c'est pas ça n'apporte rien. Moi, en tout cas, ça ne m'a rien apporté. Je suis allée de déception en déception. Comment veux-tu prouver le contraire de elle est autoritaire, ou elle est toxique, ou elle est, je sais plus ce que tu m'as Il dit y a eu d'autre. pire, il y a eu même insultant. Il y a un article d'un média d'extrême droite qui t'avait qualifié de pute algérienne. Ouais, ouais. Tu veux dire quoi? Tu veux répondre à ça? Il y avait, un temps, on se disait: «Mais, l'injure publique, ça mérite, d'être attaqué au tribunal et C'est un cetera». délit? Oui, mais aujourd'hui, ça sert plus à rien. On sature les tribunaux, de plaintes là-dessus, et puis de toute façon, les juges ont décidé que, dès lors que vous êtes une personnalité, exposée, mais ça concerne pas que les politiques, hein, c'est le jeu. Comme si c'était normal de subir cette violence, ces propos et cetera. Ouais, mais là, c'est extrêmement violent et c'est très délictuel, je trouve, comme commentaire. Comment tu l'as pris? Comment tu l'as découvert d'ailleurs, ce qualificatif-là? Tu Est-ce sais, que tu t'es senti touché dans celle que tu es, que tu représentes dans ton ADN, dans tes origines? non, moi j'ai les Google Alerts là, tu sais, sur mon nom. Oui. Alors, des fois, je vois défiler, sur mon mail des articles et je vois ça et non, ce jour-là, je me dis, je crois que ma première réaction, c'est d'éclater de rire et après je me dis: «Waouh, c'est violent» et j'y crois pas. Je me dis: «Ça doit être un commentaire et tout». Non, c'était un titre, dans une page web, internet. Non, je me sens c'est vraiment ça renvoie plus ça en dit plus d'eux que de moi finalement. Oui. De leur obsession, de leur enfin, c'est vraiment le sexisme et le racisme, mais que je vais retrouver, tu disais tout à l'heure, il y a certains qualificatifs qui sont injurieux parce que, en un mot, ils disent exactement la même chose que cet auteur a dit en 2 mots. C'est Ce vrai. site internet dit en 2 mots. C'est vraiment la pensée profonde d'une certaine, caste journalistique. Moi, il y a le Nouvel Obs qui écrit, Sarah Knafo, Rachida Dati, Sophia Chikirou sont des brutes ou comme ça. Je sais exactement ce qu'il y a derrière eux, derrière ce langage. Je sais exactement où le journaliste veut en venir. Parce qu'en plus, je le connais, le journaliste. Je sais qu'il a un problème avec ça. Il y a un certain nombre de journalistes qui ont, qui à Paris sentent voilà, c'est des hommes qui viennent de milieux petits bourgeois, tu vois, qui ont fait les belles écoles de journalisme à je sais pas combien l'année, etc. Et qui sont là dans un milieu où ils veulent percer, le milieu des médias parisiens, et ils emploient des expressions sans même se rendre compte qu'elles renvoient à plein de clichés, de stéréotypes. Je me rappelle d'une journaliste qui racontait comment à l'école de journalisme, ces mêmes journalistes qu'on retrouve parfois à Libé ou ailleurs, la traitaient, elle, parce qu'elle est d'origine algérienne, je crois, la traitait, elle, comme la petite pauvre qui a réussi à entrer dans la grande école, quoi. Et donc, c'est quelque chose qu'on connaît, finalement. La question est de savoir, est-ce que tu t'attardes dessus? Est-ce que tu te morfonds? Est-ce que tu pleures parce que les gens te parlent de toi comme ça? Ou est-ce que tu dis, tu sais quoi? Là, pour le coup, j'ai envie de faire ma queen. Je m'en fous. Comment dit la chanson, là, que tout le monde écoute sur Internet? Va fan. À tes fins. Non, tu connais pas la chanson, là. Ah non, je la connais pas. Mais si. Sur TikTok? Et oui, et tous ceux qui me disent Ah, on n'a pas le même algorithme. ah, on n'a pas le même algorithme. Ah bah, celle-là, elle me va très bien.
Ok. Tu étais intervenu aussi, je me souviens, auprès de Radio Orient dans une chronique de 30 minutes. Et après avoir parlé de ton âge, la première question de la journaliste, c'était ce n'est pas trahir un secret que de dire que vous êtes la compagne du leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. C'est le secret de Polichinelle, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as eu la sensation, Sophia Chikirou, qu'elle a cherché à te réduire à l'image de femme 2? J'ai eu la sensation qu'elle cherchait un buzz, déjà d'une, et de deux, qu'elle... comment dire les choses là-dessus? Quand on fait de la politique, moi j'en fais maintenant depuis 25 ans, de façon régulière, quotidienne, etc. On se bâtit en tant que militant politique. En plus, moi, je suis une militante politique de la gauche et d'une famille politique de gauche où on se construit non pas comme une personne, mais comme un militant. On se définit comme militant politique. Le militant politique, c'est quelqu'un qui incarne des idées et un collectif. D'ailleurs, très souvent, on a du mal à dire « je ». Moi, je viens d'une famille politique où on ne dit pas « je », on dit « nous ». Nous pensons que nous défendons, on parle en collectif. On n'est pas, je viens d'une famille politique qui n'étale pas sa vie privée dans les journaux. Je n'ai jamais posé dans Paris Match. Certains l'ont fait de ma famille politique, ils ont eu tort. Moi, je leur ai dit de ne pas le faire. Tout ce que tu donnes à la presse people, tout ce que tu donnes sur ta vie privée, se retourne contre ta propre famille et toi-même. Parce que finalement, la vie privée, c'est quelque chose qui évolue. C'est vrai, la vie privée, c'est pas quelque chose de stabilisé et de figé. Il y a quelques années, on se définissait par son statut marital. On était marié, père de 2 enfants, ou marié, mère de 3. C'était même le nom d'une série, Marié 2 enfants. Voilà. Et aujourd'hui, on se définit pas comme ça. On se définit par ce qu'on fait. Pour l'essentiel. Moi, je me définis en tout cas par ce que je fais. Donc, je ne suis la femme de personne dans la vie politique, de la même manière que dans la vie publique, je ne suis la fille de personne, la sœur de personne ou la mère de personne. Je suis Sophia Chikirou qui a une personnalité politique publique, une élue de la République, désormais, parce que je suis élue depuis quelques années maintenant. Et donc, c'est à travers mon action et mes idées que je me définis et certainement pas à travers ce qui me relie à d'autres personnes. Mais au plus profond de toi, quand tu as eu cette question-là, oui. Comment tu l'as pris, sincèrement? Qu'est-ce que tu t'es dit? Voilà. Qu'est-ce qui est passé à ce moment-là dans ta tête? Est-ce qu'il y a cette histoire d'étiquette? Est-ce que t'as un peu le seum et tu te dis, mais attends, mais je comprends pas, je suis une militante politique, en fait, depuis le plus jeune âge, et là, on essaie de me mettre au rang d'une première dame. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est la négation de mon identité, en réalité. En fait, c'est très violent. C'est beaucoup plus violent qu'on ne le croit. Mais j'avais un ami qui était fils de... D'accord, son père était un homme très connu qui avait fait fortune dans les années 70-80 et toute sa vie, il n'a eu que ça, le fils de. Et c'était insupportable pour lui. Il disait, je n'arrive pas à exister autrement qu'en étant fils de. Et ça pèse sur ta personnalité, ça pèse sur tes propres choix finalement dans la vie. Donc moi, je me défends de ça. Et je pense qu'en plus, c'est un combat féministe finalement parce que les femmes ont très souvent étaient réduites à leurs relations de couple ou de famille, etc. Et donc, c'est une vraie résistance. Que ça vienne de la part d'une femme, en plus, ça m'a choquée. Parce que je me dis, mais pourquoi elle fait ça? C'est quoi son idée? Est-ce qu'elle cherche à me faire réagir ou avoir un buzz ou à me déstabiliser? Ou est-ce qu'elle cherche finalement... C'est quoi le but? C'est quoi le but de sa question, fondamentalement? C'était pas... Qu'est-ce qu'elle voulait de moi? Obtenir une exclue? Mais pour dire quoi? Pour avoir ta réaction sur une relation dont tu ne parles pas. Mais ne pas y répondre, c'est déjà dire ce que j'en pense. Ça ne fait pas partie de ma vie publique. Donc ça veut dire que cette non-réponse, t'estimes qu'elle n'a pas été respectée? J'estime qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, comme tu le disais à juste titre tout à l'heure, ils pensent qu'ils veulent te faire du tort. Ils pensent qu'ils veulent retourner contre toi ce qu'ils pensent être un point faible. J'ai pas de point faible. C'est pas un point faible, ma vie privée. C'est pas du tout un point faible. J'ai toute ma force, toute mon énergie vient de ma vie privée, de ma vie familiale et de mes amis. Tu crois qu'on n'a pas de point faible? À ce niveau-là, je veux dire. De ce côté-là, je n'ai pas de point faible de ce côté-là. C'est l'inverse. C'est ma force. J'ai un choix fondamental qui est un choix éthique, qui est aussi un choix politique. Je fais partie des gens qui estiment que je suis une militante politique, je suis une élue de la République, j'incarne
tout cela. Je ne vais pas mêler mon intimité à ma vie publique, d'autant plus que ceux qui sont dans ma vie privée et dans mon intimité n'ont rien demandé. Oui, c'est comme t'aimes pas parler d'orientation, t'aimes pas parler de religion Je ne non parle plus. pas de Enfin, religion, c'est pas que t'aimes pas, parce que peut-être que mais pour les mêmes raisons. peut-être que dans la sphère privée, t'en parles très librement, mais c'est dans le cadre de ta fonction. Exactement, Tu considères que l'intime n'est pas politique. exactement. Et je le considère d'autant plus que j'estime que ce n'est pas un argument. Je vais te prendre un exemple. On a eu le débat sur la loi sur la fin de vie à l'Assemblée nationale. Oui, C'est un débat, il n'y a pas une personne dans l'Assemblée qui n'a pas vécu dans sa vie privée des moments où on est confronté à ce sujet. oui. Certains élus, certains députés l'avaient été de façon soit récente, soit dans des conditions et des circonstances tellement terribles et douloureuses que moi, à titre personnel, je leur ai dit, peut-être que tu n'es pas la meilleure personne pour t'exprimer là-dessus et pour mener ce combat-là. Parce que finalement, quand on est trop touché intimement par un sujet, peut-être qu'on oublie de prendre, on ne parvient pas à prendre la distance nécessaire pour le traiter. Et il y a des sujets comme ça qui touchent à l'intime d'une personne. Quand on est élu, ça peut arriver. Où là, moi, je conseille de laisser d'autres monter au créneau. J'ai vu un collègue député aussi sur des questions de protection de l'enfance qui était emporté par son émotion. Et je dis pas que l'émotion n'a pas sa place en politique, c'est pas ça que je veux dire. Je dis pas que l'expérience personnelle n'a pas sa place en politique, bien au contraire. Moi, j'ai beaucoup de mes combats politiques qui sont inspirés de mes expériences personnelles. Mais ce que je dis, c'est que si on n'arrive pas à mettre la distance nécessaire entre ce qu'on a vécu soi-même et le combat politique qu'on porte, on risque de se tromper, de se faire mal pour soi-même et puis finalement de ne pas prendre les bonnes décisions et les bonnes orientations parce qu'on peut avoir un peu des œillères sur certains sujets. Pour être un bon politique, Sophia Chikirou, est-ce qu'il faut avoir de bonnes punchlines aujourd'hui? C'est pas mal d'en avoir pour réussir à passer des idées ou des interprétations ou à résumer une pensée, etc. Donc c'est bien de pouvoir le faire spontanément. Après, j'en ai vu tomber dans le travers et ils me font bien rire à essayer de faire des rimes à chaque fois dans des punchlines et tout. D'avoir la phrase Voilà. qui va être sur les bandeaux d'information Voilà, en c'est ça. continu. Ouais. Vous parlez aussi beaucoup, j'entends beaucoup parler d'éléments de langage. Ouais. C'est quoi les éléments de langage? C'est un travail dans la communication politique. C'est un travail qui consiste à essayer de ramasser la complexité d'une pensée ou d'une proposition ou d'un propos Oui. en quelques mots et de faire en sorte que tout le monde, tous ceux qui sont les députés d'un même groupe, par exemple, ou les élus d'un même groupe, répètent ces éléments-là pour que ce soit les éléments qui imprègnent finalement. Si les gens entendent à la radio, à la télévision, 3, 4, 5 personnes différentes du même groupe politique répéter les mêmes expressions, elles vont entrer dans l'esprit des gens et on va mieux marquer l'idée. Et toi, tu te positionnes comment, justement? Est-ce que tu cours les matinales, les Non. BFM, les CNews, les quotidiens à l'époque pour aller les déverser ces éléments de langage? Non, pas du tout. Ah non. T'aimes pas ça? Non. Pourquoi? J'aime plus du tout la façon dont les matinales sont organisées ou les débats sont organisés. Il fut un temps où ils ne se ressemblaient pas tous, ils ne faisaient pas tous la même chose. On pouvait faire la matinale de France Inter, c'était pas comme faire la matinale d'Europe 1 ou de RTL ou d'une autre. Il y avait une différence dans l'interview. Le journaliste marquait vraiment sa personnalité et il y avait quelque chose. Aujourd'hui, ils sont tous interchangeables et d'ailleurs, vous savez, ils passent tous d'une chaîne à l'autre sans aucun problème parce qu'ils sont formatés pour un style d'interview et leur seul et unique objectif, des fois, vous pouvez compter le nombre de fois où ils interrompent leur invité, ils ne le laissent pas parler, ils le coupent, ils ont l'objectif de lui tirer les verres du nez ou quand c'est même pas tirer les verres du nez, c'est d'essayer de le coincer. Celui qui avait lancé cet exercice de « je vais coincer mon interlocuteur », Bourdin. bah oui. Et donc tout le monde reprend ce style-là qui, de bon matin, je comprends même pas comment moi de bon matin, j'ai pas envie d'écouter des gens en train de oh, ça va, je préfère C'est de la mettre de la torture musique. pour toi. Ah non. Et puis ça n'a vraiment pas d'intérêt. C'est une machine à consommer de l'invité.
à qui on essaye de faire dire quelque chose pour avoir des audiences, et on se dit, ils regardent leurs audiences, et Europe 1 dit, faut que je passe un peu devant RTL. RTL est la première matinale avec après France Inter. Oh là là, c'est des logiques qui sont épuisantes. Moi, je me demande à quel moment ils considèrent leur auditeur non pas comme un consommateur, mais comme une personne à qui on a quelque chose à transmettre, une information à transmettre, ou tu vois, ne serait-ce que le travail qui consiste à exposer une idée, une opinion, et sa contradiction. C'est intéressant d'avoir ce travail-là. À quel moment il est fait sur un plateau de matinale? C'est même pas un travail de procureur. Je crois que même les procureurs donnent plus de temps à l'accusé pour se défendre. On parlait du poids des mots, le sens des mots, et c'est vrai que dans un complément d'enquête, il y a une conversation entre toi et les membres d'une rédaction avec laquelle tu travaillais qui a été prétendument dévoilée. C'est ce qu'ils disent dans cette conversation. Tu aurais employé l'insulte suivante: ta fille de merde. Quelle est la vérité derrière cette séquence? Est-ce que c'est une insulte sortie de son contexte? Est-ce que tu l'assumes? Est-ce que tu l'as dit? C'est une conversation entre moi et une salariée qui est à ce moment-là, je crois, attachée de presse du média. Et je suis en colère parce on a une crise à ce moment-là dans le média, peu importe ce que c'était, mais je suis en colère. Et donc, je suis pas contente de la réaction de quelques journalistes qui ne sont pas des personnes homosexuelles, ces journalistes-là, c'est important de le dire. Et j'ai cette expression qui renvoie en fait à leur lâcheté, parce que je trouve qu'ils sont lâches dans leur réaction à la crise qu'on est en train d'affronter. Et moi, je propose une autre stratégie qui est pas celle-là, en disant, mais écoutez, on assume d'avoir fait une erreur, peut-être, mais on n'est pas là en train de se jeter la pierre alors qu'on n'est pas à l'origine de l'erreur. Et enfin bref, peu importe, mais j'emploie cette expression dans cette conversation privée. On est en 2018, je ne suis pas élue de la République à ce moment-là. Je ne dis rien, je ne vais pas dans un couloir insulter des gens ou dans une salle insulter des gens. Les personnes dont je parle ne sont pas des personnes homosexuelles. Il n'empêche que cette injure, ta fille de mère, est une injure homophobe. Mais moi, je ne l'emploie pas du tout dans le sens d'homophobie. Ce que je vise, c'est la lâcheté des gens. Et je suis allée regarder le dictionnaire, parce que je peux vous assurer que quand j'ai eu ça, je me suis dit, oh, mais les gens vont croire que je suis une personne homophobe, etc. Je suis allée vérifier. Dans le dictionnaire, il y a bien les deux définitions. Moi, je l'emploie dans le sens de lâcheté. Mais est-ce que tu le voyais sous-entendu homo égale lâche? non, Ou même non? pas. C'est parce que, comment dire, il y a beaucoup d'injures qui sont sexistes ou homophobes. D'ailleurs, la majorité des injures sont soit sexistes, soit homophobes, ou grossophobes aussi. Et les injures de ce type-là, aujourd'hui, nous, on a une prise de conscience qui est assez récente, hein, si on veut bien être honnête, sur le caractère des injures qui sont jamais faites pour être agréables, il faut quand même bien le dire, mais qui peuvent porter ce type de contenu. Et tu vois, de la même façon que je te disais tout à l'heure, quand un journaliste me traite de brute, ou d'autres de caractériels, je te dis, il y a un aspect sexiste et parfois même raciste à certaines injures, même s'il n'est pas évident. Et ben, en réalité, ta fille de mère ou d'autres injures ont un caractère homophobe, sexiste ou raciste qu'il faut bannir de son langage. Donc moi, je ne dis pas que, comment dire, je l'ai mal vécu, Oui. Pourquoi tu l'as mal vécu? Parce que ça m'a valu d'être traitée d'homophobe, ce qui est le contraire de ce que je suis. Enfin, je suis engagée dans un mouvement politique dont la défense des droits des personnes homosexuelles est fondamentale et fondateur. Je veux dire, c'est pas un à côté de notre engagement politique. Et je suis quelqu'un qui, au début des années 2000, quand je commence à militer au Parti socialiste, il y a un combat que je porte. Moi, c'est celui du PACS. Je suis pour la mise en place du PACS. J'ai 20 ans. Je suis à la Fédération du Parti socialiste à Paris à cette époque-là. Le débat a lieu au PS. Beaucoup sont contre. Mais moi, je fais partie des gens qui défendent cela. Et à l'époque, il y a un élu qui est assez connu à Paris, qui est Patrick Bloch. C'est le premier fédéral du PS. Et je participe au débat pour défendre le PACS. Donc toute ma vie, j'ai défendu l'égalité de droit, je lutte contre les discriminations, et c'est vraiment un combat qu'on porte avec la France Insoumise qui est fondamental. Et on dit très clairement, c'est pas un à côté des politiques. La lutte contre les discriminations, contre l'homophobie, le racisme, etc., c'est fondamental dans la société que l'on veut construire. Donc je suis blessée parce qu'on me traite de quelque chose que je ne suis pas. En même temps, je suis d'accord aujourd'hui très clairement pour dire que à bannir de notre langage ce type d'injure. Parce que même si je vais te dire ah mais c'est pas homophobe de ma part, il n'empêche qu'il y a des personnes qui le vivent comme de l'homophobie.
Et j'ai un exemple que je peux donner, par exemple, le terme beurette, Oui, tu as été souvent qualifiée de beurette. d'accord? Ça me fait de la peine. Je ne le supporte pas. Je trouve qu'il est sexiste, raciste, il est insupportable ce terme. Pourquoi? Parce qu'il est employé par des gens, souvent, qui l'emploient. Alors peut-être qu'il vient de la marche des beurs des années 80 et de la lutte pour l'égalité, mais en fait il a été complètement détourné, ce terme de beurette. Il est totalement détourné, il est péjoratif, il est dénigrant, il est rabaissant pour les femmes. Ah mais celle-là c'est une petite beurette. C'est genre la jeune maghrébine des quartiers populaires. Tu vois, C'est réducteur. c'est réducteur, insultant, méprisant, c'est dégradant. En tout cas, je connais beaucoup de femmes qui refusent ce terme-là et qui le vivent comme une injure. Et donc à bannir. Et il faut vraiment tenir compte de la perception des gens. Si les gens qui sont finalement concernés par une expression vous disent elle est insultante, eh ben, elle est à bannir. Et je suis contente finalement d'avoir vu cette évolution. J'ai 46 ans. Et je viens pas d'une époque où on se posait ces questions-là, soyons clairs. Hein. Moi, j'ai mon adolescence, oui, les injures, c'était celle-là. Mais heureusement, ça a évolué. Aujourd'hui, on les accepte pas. Mais alors dans ce cas, il faut peut-être aussi pardonner Brigitte Macron, les sales connes. Qu'est-ce que Euh, t'en penses, tiens? Écoute, est-ce que c'est un moment privé qui est filmé ou est-ce que finalement c'est Mais en vrai, c'est un un peu, message qui est en vrai, c'est un passé? peu comme toi. C'est un moment privé qui a été sorti, en l'occurrence là, qui a été Enfin, moi, filmé. tu vois, si j'arrive ici sur ton plateau, dans le couloir, et que je sais que je suis filmée, j'emploie pas ce genre d'expression. Mais c'est pas ça le pire qu'elle fait, Brigitte Macron. C'est pas de dire sale conne. C'est le pire qu'elle fait, c'est qu'elle décide de rendre public son soutien à un homme Harry Habitant, qui a été accusé d'agression extrêmement violente, et qui a eu 2 non-lieux. qui a eu deux non-lieux en effet, mais elle décide de le faire sciemment en disant, je veux dire, quand on est féministe, peut-être qu'on peut se dire c'est pas le moment d'aller apporter les premières dames. Alors moi je suis d'accord pour dire que le première dame n'est pas un statut et ça devrait pas exister, d'accord. Mais elle vit. Et elle se vit comme une première dame, comme si c'était un métier. Elle fait un choix quand même, ce genre-là. Après, elle est allée sur le plateau de TF1, il me semble, ou de France 2, je ne sais plus, pour présenter des excuses en disant je n'aurais jamais dû employer cette expression et je regrette d'avoir fait de la peine aux personnes à qui je l'ai dit. Mais elle incarne aussi une vision politique, Brigitte Macron, qu'elle le veuille ou non. Et cette vision politique, c'est celle d'une droite conservatrice et même réactionnaire sur un certain nombre de sujets. Donc naturellement, quand elle considère que des féministes qui protestent sont des sales connes, c'est pareil, c'est tout un mépris qui est transmis de cette façon-là. Et elle ne le fait pas dans un cadre privé, elle le fait avec une caméra qui la filme, et elle se doute bien que c'est pas... Quand il y a une caméra dans une pièce, vous savez très bien que c'est pas un secret, une Est-ce, caméra dans une est-ce que pièce. tu sais ce que ça signifie une dame de pique, Sophia Chikirou? Dans les jeux de cartes, là, Ouais. je t'avoue que non, pas trop. Là, est-ce que c'est celle qui bat toutes les autres dames? Bah alors, en tout cas, c'est celle qui a été utilisée par complément d'enquête, vu qu'on était dans les qualificatifs, pour te qualifier. Je voulais analyser avec toi les mots qui avaient été apposés sur leur enquête. D'accord, on Tu vois, parle beaucoup de mots là. ils disent, mais c'est intéressant, hein, complément d'enquête sur la plus puissante des insoumises, Sophia Chikirou. C'était vendu comme ça. Le bras armé de Jean-Luc Mélenchon, ou encore le titre c'était La Dame de Pique de Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que je te demandais si tu savais, si tu connaissais la définition de la Dame de Pique, parce que moi je suis allé la chercher. Alors, dis-moi. Alors la Dame de Pique. La Dame de Pique représente une femme envieuse, animée par un désir de vengeance. Elle est jalouse et sabote le bonheur d'autrui. Bien souvent médisante, la Dame de Pique aime raconter des mensonges afin d'en étudier les répercussions. On décortique ensemble un petit peu, Tu as vraiment envie de parler de ça. mais je trouve que c'est intéressant les mots qui sont choisis. Comment tu l'as vécu, toi, déjà, tout ça, tous ces qualificatifs J'y prête sur même une plus chaîne attention. nationale du service public Ouais, comme ouais, France ouais. 2? C'est toujours intéressant de voir que ce sont toujours, derrière, c'est toujours des journalistes hommes de la même tranche d'âge. Ils ne supportent pas que
À mon avis, moi c'est comme ça que je le comprends. Oui. Il ne supporte pas qu'une femme comme moi, qui vient de province, qui vient du milieu social d'où elle vient, qui s'est faite. J'ai fait toutes leurs écoles et je pense même que j'ai mieux réussi mes études qu'eux au même moment qu'eux, tu vois. Je pense qu'il y a une volonté telle d'abattre psychologiquement par l'emploi de ce terme. Alors je ne savais pas que la définition de dame de pique était aussi horrible. Ah, je suis allé très loin. Ah mais elle est horrible cette définition. J'avoue. J'avoue, c'est dur. Non, Ouais. franchement, oui. Après, est-ce qu'ils ont eu toute cette réflexion derrière? Je Mais sais logiquement, il pas. faut l'avoir quand on Ouais, choisit bah oui, des oui, oui. titres. Écoute, je sais pas, mais en tout cas, je sais pas. Bon, ils avaient envie que je sois ça, donc ils ont fait un documentaire pour essayer de raconter cela. Je pense finalement, c'est ce qu'ils veulent raconter. Euh, c'est marrant quand même parce que je trouve toujours que les termes qui sont employés en disent plus sur les gens qui les emploient que sur ce qu'ils cherchent à qualifier. Me concernant en tout cas, cette obsession du pouvoir, de la puissance, la plus puissante des insoumises. Bon, dis donc, moi je vais vous dire franchement, parmi les femmes les plus puissantes à la France insoumise, mais puissantes au sens positif du terme, celles qui marquent les esprits, celles qui changent les choses, celles qui organisent, quand vous voyez Mathilde Panot, Clémence Guettet, Manon Aubry, qui sont des chefs, Rima Hassan, qui sont des femmes qui incarnent publiquement Moi, je trouve que la puissance féminine, c'est pas quelque chose de dangereux, c'est quelque chose de magnifique pour les femmes. Donc, si c'est renvoyé à ça, incarner une puissance féminine, c'est-à-dire des femmes aussi qui sont capables d'aller au devant des choses, de les incarner, de les porter, de ne pas soumettre, ça me va, mais je pense pas que dans leur esprit, c'était ça qu'ils voulaient dire. Eux, ils voulaient parler presque de la femme qui manipule, qui instrumentalise, qui est dans l'ombre et qui... ça, c'est à la fois insultant pour le mouvement qu'est la France insoumise, parce qu'il ne fonctionne pas comme ça, mais vous savez, il y a une obsession, une espèce de... On nous a qualifiés de meute, on La nous a meute, animalisés exact. aussi. Donc, je crois que tout ça participe de stratégies de nuisance médiatique, de dénigrement médiatique, qui font Certains partie... essaient même de vous mettre sur le même plan que le RN. Hein. Ah oui, ça, j'ai eu le droit à la question l'autre jour d'une journaliste qui me dit vous et Sarah Knafo, vous êtes les mêmes. Et c'est Alain Duhamel qui lui a dit non, non, là, vous pouvez pas dire ça. C'est comme si être raciste ou lutter contre le racisme, c'était la même chose. Alors là, vous n'acceptez jamais ça. Si vous êtes de gauche et que vous êtes engagé dans les luttes contre les discriminations, n'acceptez jamais qu'on vous mette un signe égal avec ceux qui prônent, qui vivent et qui diffusent la haine raciale ou les discriminations. On ne peut pas nous renvoyer dos à dos. C'est la pensée plutôt Hitler que le Front populaire. C'est la même pensée. C'est celle qui consiste à dire que le bourreau et la victime se valent. C'est ça, on combat ces choses-là absolument dans le langage. Mais c'est vrai que ça fait maintenant bientôt 10 ans qu'à la France insoumise, depuis le score de près de 20% de 2017, qu'on subit une machine infernale médiatique qui consiste à nous diaboliser. Et moi, je fais partie des personnes certainement qui sont plus facilement prises pour cible. Peut-être aussi parce que je refuse d'aller leur parler, de les fréquenter, que je leur réponds pas et que je me montre indifférente, mais plus facilement prise pour cible et mais ça marche pas si bien que ça, je trouve. Moi, les gens que je croise à Paris, où je suis très présente sur le terrain, dans les campagnes, etc., ils me disent pas tout ça, loin de là. La puissance, c'est une qualité. Hein. Dans le sport, c'est une qualité. Dans la vie, c'est une qualité. Émotionnellement aussi, c'est une qualité, même si ça peut parfois nous desservir aussi, tu vois. Mais est-ce que tu te sens toujours, même si tu l'es pas, et je sais que tu n'aimes pas ce mot puissante, mais est-ce que parfois tu te sens désemparé? Est-ce que parfois tu te sens triste? Est-ce que parfois tu as envie de tout lâcher? Est-ce que parfois... Je sais que tu vas me dire, mais non, alors là, je suis candidature mairie de Paris, je peux pas dire ça parce que sinon je vais passer pour une nana faible et tout, je peux pas. Mais t'es humaine. En tant qu'être humain, j'ai toutes les émotions du monde et je peux passer d'une émotion à une autre, etc. Vraiment. Et oui, parfois je suis triste. Et parfois, vraiment, la situation actuelle, par exemple, l'état du monde, le rapport à la guerre et à Donald Trump en ce moment qui pèse quand même avec la peur de la guerre, tout simplement. Euh, c'est désespérant. La dernière fois que j'ai pleuré, par exemple, c'est la semaine dernière pour l'hommage qu'on a rendu à Alassane Diarra, qui a été tué dans le 20e arrondissement. Mais moi, j'étais bouleversée parce qu'il y avait son père qui s'est mis à sangloter. Et moi, ça me déprime. Quand je sors de ce moment-là, je me dis, mais en fait, on n'y arrivera jamais, quoi. Ils continueront de tuer des gens juste parce que
ils sont garantis d'avoir une certaine impunité parce que la personne est noire ou, arabe et que on a un système aujourd'hui qui fait qu'on en est revenu à ce point où des hommes qui portent un uniforme peuvent s'en prendre à une personne pour rien, fondamentalement pour rien, mener cette personne à la mort et avoir un ministre de l'Intérieur qui considère que circuler, il n'y a rien à voir. Moi, dimanche dernier, j'en ai pleuré. Je pleure de rage, de colère, d'impuissance. Et puis face à l'injustice, ouais, des fois, ça me désespère. Ce qui s'est passé, ce qui continue de se passer à Gaza. Des fois, je supporte plus. Je dis, c'est pas juste. Quand est-ce qu'on va s'en sortir? Et puis, alors ça, c'est les émotions personnelles. Mais le fait d'être un militant politique, une militante politique, moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, j'aime l'histoire, je m'inscris dans la longue histoire, je me revendique d'une lignée de militants politiques, historiques, etc. Le fait de côtoyer des gens qui viennent de pays différents où les situations sont pires que la France. J'étais lundi soir avec des réfugiés russes qui sont pourchassés de Russie et des réfugiés ukrainiens qui ont dû fuir aussi l'Ukraine. Quand tu vois les gens comme ça, c'est différent, tu vois, tu remets les choses à leur place. Et de toute façon, finalement, le politique l'emporte toujours. Et je sais que c'est la phrase de Victor Hugo, hein, ceux qui luttent sont ceux qui vivent. Donc on lutte, il n'y a pas d'autre façon de faire. De toute façon, même si tu te dis, toi tu te dis, moi je m'intéresse pas à la politique, c'est pas mon monde, c'est trop violent, moi je veux en rester au dehors de tout ça, ils sont fous ces gens qui font de la politique. Tu pourrais te dire ça, peut-être que des gens qui nous regardent, Je me disais ça avant. ouais, mais la politique, elle s'occupera de toi. Quoi que tu fasses, quoi que tu crois, la politique s'occupera de toi. Aujourd'hui, il est question d'aller mettre des modules d'enseignement dans les écoles, les collèges, sur la guerre, sur les questions de défense, pour essayer de préparer les futures générations à un climat de guerre et éventuellement de pouvoir les mobiliser dans des guerres conventionnelles, c'est-à-dire des guerres de soldats sur le terrain. Eh bien, les parents aujourd'hui se rendent compte que, mais attendez, si je m'occupe pas de politique, ça se trouve demain ils vont prendre mes gosses. Mon gamin qui a 13-14 ans aujourd'hui, à 18 ans, ils vont me dire qu'il est prêt pour aller combattre. J'ai pas élevé un enfant pour l'envoyer à la guerre. Donc, vous avez intérêt à vous occuper de politique. Et moi, toute ma vie, elle est faite de ça parce que je viens d'une famille qui a été prise par la politique malgré elle. Quand mon père me raconte avant la guerre d'Algérie et après la guerre d'Algérie, le monde d'avant la guerre d'Algérie, pour mon père, c'est un monde incroyable. Il est dans son petit village, perché en Kabylie, c'est en haut d'une colline, avec une vue sur le versant, c'est d'une beauté exceptionnelle. De l'autre côté, de l'autre versant, c'est la mer, à perte de vue. Il est dans un endroit où mon père me décrit le paradis sur terre. Il me dit, on vivait avec la nature, on avait à manger, on avait des animaux, la belle vie. Et puis la guerre arrive. Donc la politique est venue s'occuper d'eux. En 4 ans, 5 ans, leur village a été rayé de la carte. Ils ont dû fuir. Mon père s'est retrouvé réfugié dans la ville, la plus grande ville à côté. Et du jour au lendemain, il s'est retrouvé, son père a été emprisonné, ses frères étaient à la guerre. Et lui, il s'est retrouvé, enfant, 10-12 ans, à devoir cirer les chaussures pour gagner un peu d'argent, vendre des journaux pour gagner un peu d'argent. La politique l'a rattrapé. Et ça n'a été que ça. Ensuite, après la guerre, ça a été les grèves dans les entreprises, dans les usines. Il m'avait raconté une grève, il me dit on a crevé de faim pendant 17 jours parce qu'on a fait 17 jours de grève pour avoir nos droits, et ainsi de suite. Donc que vous le vouliez ou non, la politique s'occupe de vous. Donc il vaut mieux en avoir la pleine conscience. Je dis pas que tout le monde doit être militant politique, c'est pas vrai. Il y a une aspiration à militer politiquement, mais tout le monde doit s'informer, s'instruire de ces sujets-là. Est-ce que c'est pour ça que tu as déposé ta candidature à la mairie de Paris pour un nouveau Paris populaire? Oui, moi j'aime bien parce que j'analyse, t'as compris, beaucoup les mots Ouais. qui sont utilisés. Toi, t'es pour un Paris populaire. Sarah Knafo, elle est pour un Paris heureux. Rachida Dati, elle est pour un Paris apaisé. Moi, je porte une vision de Paris
qui, je trouve, a été effacé par tous les discours dominants ces dernières années, mais aussi par les politiques publiques dominantes de ces 25 dernières années. On a fait de Paris la carte postale censée attirer les touristes et attirer les investisseurs étrangers. Émiline Paris. Ça contribue à cette narrative. Et les politiques publiques, qu'elles soient régionales, étatiques ou municipales, tournent autour de ces deux idées. Faire venir des touristes à Paris, c'est le tourisme de masse, et faire venir des investisseurs étrangers pour qu'ils mettent leur argent à Paris. Le résultat de ces deux politiques conjuguées à Paris, c'est tout est fait pour les dorures et tout est fait pour attirer l'argent de l'étranger. Résultat, c'est de la spéculation immobilière qui aujourd'hui fait que les Parisiens peuvent plus se loger à Paris. Vous savez, les investissements directs étrangers qui vont dans l'immobilier dans notre pays, en 2021, c'était 22%. À Paris, vous rajoutez 10 points. Vous avez un tiers des investissements étrangers qui se font dans la pierre à Paris. C'est-à-dire que des fonds d'investissement étrangers et des acheteurs étrangers détiennent le patrimoine parisien. Ce sont des lieux qui sont fermés, qui ne sont pas mis en location, etc. Et ce qui contribue à la spéculation immobilière. Parce que ces gens-là, ils inscrivent dans leur comptabilité un actif immobilier. Et cet actif immobilier, il doit prendre de la valeur. Et pour qu'il prenne de la valeur, il faut qu'il y ait de la pénurie immobilière. Elle est organisée sciemment. Voilà, c'est ça les politiques de la ville de Paris. Ça a mené à de l'éviction sociale. 140 000 Parisiens en moins en 11 ans. Les gens ne peuvent plus vivre à Paris, ne peuvent plus fonder de famille à Paris. Les gens sont obligés de quitter Paris. Tu aimes Paris ? Moi, j'adore Paris. C'est ma ville, Paris. Ça fait 26 ans maintenant que je vis à Paris. Je suis arrivée en novembre 2000. 25 ans. T'as déjà quitté Paris ? Je suis déjà allée vivre à l'étranger un certain temps. Ouais. Et on y revient à Paris ? Obligatoirement. C'est impossible pour moi. Hein. Je ne conçois pas ma vie sans Paris. Tu t'es construite quelque part à Paris. Ton premier job, c'était à Paris ? Oui. C'était dans la communication ? Oui. Ouais. Je me suis totalement construite à Paris. Je me suis totalement émancipée à Paris. Je suis devenue moi à Paris grâce à Paris. Et Paris, c'est la ville de l'émancipation. Toutes les personnes qui viennent à Paris, qui ne sont pas nées à Paris, viennent à Paris pour une quête d'émancipation. J'ai même des gens qui témoignent, parce que j'ai tenu ce discours-là dans des meetings, des gens qui me disent, pour moi, Paris, c'était la seule façon de survivre. C'était ou Paris ou le Sud. J'ai des gens qui m'ont raconté ça, parce qu'ils venaient d'endroits, quelqu'un m'a témoigné, m'a dit, moi je venais de Normandie, d'un bled où je me sentais discriminée tout le temps, parce que mon orientation sexuelle fait que j'étais pas admise. Je ne pouvais pas être moi, je ne pouvais pas exister en tant que moi-même. Il dit, je n'ai tenu bon que parce que je pensais à Paris et au jour où je viendrais vivre à Paris pour me libérer de ça. Donc Paris représente tout cela, mais pour plein de gens. Il y a des gens qui sont à l'étranger, qui se disent, Paris sera la ville où je vais me construire, où je vais me réaliser. Un peu comme tu te dis, je vais à New York. Il y en a qui pensent qu'ils vont à New York pour cela. Plein de gens qui viennent à Paris pour s'émanciper, se libérer, se réaliser dans la mode, dans l'édition, dans le journalisme, dans la politique, dans la finance, peu importe. Oui, ça représente un peu le champ du tout est possible. Tu vois, du rêve qui peut se concrétiser. Mais est-ce que les rêves aujourd'hui, dans Paris comme Paris est aujourd'hui, est-ce que les rêves, ils peuvent véritablement se concrétiser ? Est-ce qu'un pâtissier qui rêve d'avoir sa boutique avec ses clients, il peut véritablement le faire aujourd'hui comme il pouvait peut-être le faire il y a 20 ou 30 ans ? Non, c'est quasiment devenu impossible. C'est devenu impossible parce qu'on en revient à cette question du pari populaire. Le pari populaire, c'est celui où justement l'immobilier vous est accessible, que ce soit pour lancer un commerce ou pour vous loger, qui est la base, le fondement, la structure de base même de votre émancipation, c'est d'avoir un toit sur la tête ou d'avoir accès à quelque chose qui vous permette de développer votre activité. Si vous n'avez pas ça, comment vous faites ? Si vous êtes précaire au quotidien dans votre vie, c'est très compliqué de pouvoir aspirer à vous réaliser, que ce soit dans le commerce ou dans d'autres. Aujourd'hui, un boulanger ou un pâtissier qui veut faire de la boulangerie et de la pâtisserie artisanale à Paris, il ne peut pas. L'accès aux locaux commerciaux est quasiment impossible. Les loyers sont excessivement chers. Le prix de l'énergie est excessif. Et le pouvoir d'achat des Parisiens n'est pas si élevé que ça. Une fois qu'un Parisien a consacré entre 30 et 50% de son revenu à son logement,
tout le reste des postes, il est en mode économie, il n'est pas en mode je vis largement. Il faut des salaires vraiment considérables pour réussir à vivre sans compter. Et c'est très loin d'être la majorité des gens à Paris. Donc le Paris populaire, c'est aussi de réaffirmer l'histoire d'un Paris des travailleurs. Parce qu'on vous parle de Paris, de ses dorures et tout ça, comme si c'est eux qui avaient fait Paris, comme si ce sont les riches, les millionnaires et les milliardaires qui ont fait Paris. Mais Paris n'a pas du tout été construit comme ça, attention. Le centre de Paris était très populaire. Paris est fait de travailleurs, de travailleuses, d'artisans, de commerçants, de gens qui viennent tous les jours, même en dehors de Paris, pour les crèches, les EHPAD, les hôpitaux, etc. Il y a un Paris populaire. Pourquoi on aurait honte, en fait, de notre Paris populaire? Pourquoi on devrait le cacher ou lui dire, t'as pas le droit de vivre à Paris? Si tu es employé de banque aujourd'hui, parce que quand je parle du Paris populaire, je ne suis pas en train de parler juste des petits métiers essentiels, mais auxquels beaucoup de gens ont du mal à s'identifier. Être employé de banque, être chargé de mission, quand vous gagnez 2000, 2300, 2500 euros par mois à Paris, vous n'êtes pas riche du tout. Tu ne peux pas te loger. Très difficilement. D'accord. Si tu fais pas une colocation. Exactement. Avec plusieurs personnes. Exactement. Donc, en réalité, le Paris populaire, moi j'ai envie de dire, c'est tout ce Paris-là. Dès lors que vous faites partie des gens qui consacrent plus de 24% de votre revenu à vous loger, vous êtes déjà dans le Paris populaire. Vous êtes déjà un Parisien populaire. Donc, c'est ce Paris-là que j'ai envie de faire vivre et de redonner la fierté d'être parisien et puis de mettre fin à la frustration que certains peuvent avoir, de se dire je serai jamais le Parisien de Émilie Paris ou je serai jamais le Parisien qui se trimballe avec un sac à 4000 euros au bras. Enfin, la Parisienne de Maître Gims. Mais oui, c'est ça. Mais on s'en fiche fondamentalement de ça. C'est très secondaire. Hein. Le vrai Parisien populaire, c'est celui qui a aussi des distractions, des loisirs qui correspondent à notre vision à nous du loisir à Paris. C'est aussi beaucoup le lien social. On mise beaucoup là-dessus. Nous, notre Paris populaire, c'est on aime passer du temps ensemble. On aime dépenser du temps ensemble, aller au parc, faire un pique-nique. Dès qu'on a l'occasion de faire un pique-nique, dès qu'on a l'occasion de se retrouver entre amis, de se fréquenter même entre collègues, on aime faire ça. Donc nous, on mise beaucoup sur nos relations humaines. Et moins sur... on s'en fout finalement que d'aller dans un lieu où la coupe de champagne est à je ne sais pas combien, parce que je ne fréquente pas ces lieux-là. Il y en aura toujours de toute façon. Il y en aura toujours, ce n'est pas le sujet. Mais ce n'est pas que ça, Paris, loin de là. Donc il est temps de redonner de la valeur à nous autres, les gens qui viennent de province, comme on disait à l'époque, qui sont montés ou descendus à Paris, qui font Paris. Moi, je considère qu'on a fait Paris. Le Paris d'Aznavour, je me voyais déjà en haut de l'affiche. Est-ce que c'est vraiment le rêve de tout le monde? Peut-être pas de tout le monde. Tout le monde. D'être en haut de l'affiche. Moi... Peut-être en haut de l'affiche dans son secteur, tu vois, dans son domaine. Alors, peut-être que quand on est jeune, on a cette aspiration-là. Je sais pas. Moi, j'avais pas ça en tête quand je suis venue à Paris. Moi, honnêtement, quand je suis arrivée à Paris, j'espérais vraiment être libre. Parce que j'avais vécu mes années en Haute-Savoie, que j'aime beaucoup maintenant avec le recul. La Haute-Savoie, j'ai passé de très, très belles années là-bas. Mais quand j'étais plus jeune, je me sentais limitée. Je ne me sentais pas dans mon élément. Je me disais, Paris, c'était tout est possible. J'avais envie de ça, du tout est possible. Et quand je suis partie vivre à l'étranger, aussi, j'avais ce besoin-là de me dire tout est possible. J'ai sélectionné une photo à te montrer, Sophia Chikirou. Elle va apparaître sur le grand écran. C'est qui? C'est Nabila. C'est la femme qui a l'eau? Oui, bon, ça date d'il y a plusieurs années maintenant. Elle a beaucoup évolué. D'ailleurs, dernièrement, elle était dans une émission sur TF1, qui est le plus nul, animée par Camille Combal. Je trouve que vous avez un petit air. Est-ce qu'on te l'a déjà dit? Et est-ce que c'est un compliment? Elle est très belle, cette femme, hein? Non? Elle est très belle, je la trouve très belle. Et elle est... je la connais pas, c'est bizarre de commenter une image. Mais j'aime, elle m'a fait rire. T'as la rêve du halo, quoi.
Oui, enfin, je sais pas, j'ai pas compris ce que tu viens de dire. Allô, je suis une femme, Ah t'as pas oui, de shampoing. oui, oui, c'était ça. Voilà, ça c'est la Bah, je réplique trouve qu'on qu'elle a connaît fait, tous. oui, bah, elle a bien percé dans son domaine, elle a fait ce qu'elle a voulu. J'espère qu'elle est libre et heureuse aujourd'hui. Je sais pas trop ce qu'elle fait. Elle a participé à une émission sur TF1, c'est ça? Dernièrement, oui, tout Ouais, à bah, fait. c'est très Et bien. Nabila, elle a exprimé ses regrets d'avoir arrêté l'école à la troisième et de ne pas vouloir ça pour ses enfants. Mm. Elle a dit l'école, c'était pas si facile pour moi et après le divorce de mes parents, j'ai pu réussir à rester à l'école, ça m'a perturbé. J'ai tout abandonné. Je voulais savoir, voilà, avec Sophia Chikirou, maire de Paris, si Nabila, elle vivait à Paris lorsqu'elle était adolescente, lorsqu'elle était dans son cursus scolaire, est-ce qu'elle aurait eu plus de chances de continuer jusqu'au lycée? Et est-ce que c'est la responsabilité des parents? Est-ce que c'est la responsabilité aussi de l'éducation de pousser les jeunes à aller jusqu'au bout de leurs études? Alors, ça peut pas être que la responsabilité des parents parce que le moment de l'adolescence, qui est souvent le moment du décrochage scolaire, c'est pas un moment facile à gérer, pour, des parents et parce que l'adolescent lui-même est pas dans un moment de sa vie facile à gérer. J'en parle parce que, les changements hormonaux qu'on peut connaître à l'adolescence, ce sont des changements hormonaux que les femmes, la force de ces changements hormonaux, les femmes vont les connaître aussi au moment de la ménopause. Ah ok. Donc il faut en tenir compte parce que ça, on le sait aujourd'hui, ce sont des changements qui impactent énormément la sensibilité, l'émotion et l'humeur et le bien-être général. Donc au moment de l'adolescence, les parents sont souvent confrontés, sont dans une relation parfois conflictuelle, souvent conflictuelle avec leur enfant, mais plein de gens ont connu ça dans leur famille. Et c'est le moment du décrochage scolaire parce qu'il peut être lié à un mal-être, qui peut être lié à l'environnement. Là où la puissance publique doit intervenir, que ce soit l'école ou la municipalité, la commune, c'est d'accompagner dans la relation avec l'adolescent et de pas dire aux parents c'est votre faute, c'est votre seule et unique responsabilité, votre enfant est perdu, tant pis. On peut pas répondre ça. Comment on agit? Nous, on y a réfléchi très sérieusement dans notre programme et on s'est dit pourquoi ces enfants qui sont souvent issus de milieux populaires et où les parents ont... Il y a des enfants dans certains milieux, c'est pas grave qu'ils décrochent, ils vont se rattraper le coup d'après, d'accord? Les parents sont là, ils assurent le filet de sécurité. On parle de ceux qui n'ont pas de filet de sécurité, d'accord? Et là, on se dit, là, c'est la puissance publique qui doit assurer le filet de sécurité. Et pourquoi ne pas adapter finalement, pendant un temps, 2 ans, 3 ans, la formation ou l'encadrement à la personnalité de l'enfant? Parce qu'à l'adolescent, c'est encore un enfant, à la personnalité de l'enfant. Et donc, si il veut plus aller à l'école à l'âge de 16 ans, 15-16 ans, en troisième ou seconde, on peut lui proposer autre chose. Vous savez, c'est pas parce que vous arrêtez vos études pendant 2-3 ans que en avez fini avec les études. Les études, on peut les reprendre. On doit avoir la possibilité de les reprendre. Moi, je les ai repris, mes études. À l'âge de 30 ans, j'ai refait un an d'études, j'ai refait un diplôme. On doit pouvoir avoir cette possibilité de revenir aux études. Si Nabila, j'espère qu'elle transmettra à ses enfants et qu'elle les accompagnera pour qu'ils puissent rester et qu'ils aient le meilleur niveau d'éducation et d'instruction. Mais il y a aussi, si elle-même a cette frustration, il n'est pas trop tard pour passer le bac, par exemple. Il faut qu'elle puisse avoir un accompagnement pour le passer. C'est pour Qui- ça qu'on parle de la formation aussi tout au long de la vie, de la formation continue. Ça contribue vraiment à l'émancipation des êtres. Et je me rappelle avoir vu une nouvelle d'un homme de plus de 90 ans qui passait le bac parce qu'il n'avait pas pu le passer jeune. C'est bien, c'est une vraie chance. Je te parlais tout à l'heure de mon père, parce que moi, ça m'a beaucoup marqué. Le rapport aux études est très lié à mes parents. Mes parents n'ont pas pu faire d'études pour différentes raisons. Lui, parce qu'il y avait la guerre, elle, pour d'autres raisons encore, mais ils n'ont pas pu faire d'études. Et donc, ils nous ont transmis un amour des études. Et la plus grande réussite de mes parents, c'était que leurs 4 enfants aient non seulement le bac, mais avec des mentions, puis des études supérieures, etc. Ils ont dit, on n'a pas de maison, on n'a pas acheté de maison, on n'a pas construit de maison, mais voilà ce qu'on a construit avec 4 enfants. Donc, pourquoi c'est si important? Parce que c'est le levier de l'émancipation aussi, et de la connaissance, et de progresser soi-même. Et tu aimes apprendre des choses. Bien sûr, et j'allais rajouter et de la liberté, mot qui t'est cher. C'est pour moi, si je devais terminer ma vie demain, Hmm. la chose la plus importante qui aura le plus compté pour moi, ça a été cette quête de liberté. Pouvoir être libre de choisir. Et s'il y a une chose qui fait que je ne peux rien regretter fondamentalement de ma vie, même si on a toujours des petits regrets par-ci par-là, fondamentalement, c'est que j'ai toujours pu choisir.
j'ai eu, grâce à mes parents, grâce à l'éducation, grâce à l'instruction, grâce aussi à ma personnalité, hein, et à ce que j'ai fait, j'ai eu le choix. Merci Sophia Chikirou. Ça y est, c'est fini? Ah, c'est plutôt bon signe Tu vois, alors. tu étais inquiet, en fait, on pourrait rester là. J'avais même préparé une Non, je me suis petite dit, qu'est-ce carte. qui va se passer J'avais potentiellement? préparé... Est-ce qu'elle va quitter mon plateau? Je Non, sais jamais. pas. Non, non, t'es un amour. Je ne parlerai pas, même sous la torture. J'ai trouvé cette carte dans un des jeux de cartes que tu laisses dans la loge invitée. Oui, il y a des petits Et je jeux me en suis effet dans dit, si la jamais j'ai gastronomie. une question qui me plaît pas, je fais ça. C'est génial. En tout cas, c'est Elle très est bien pas mal, trouvé. l'idée, tu devrais le... Elle est pas mal. Mais t'as pas eu besoin de la sortir. Non, 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 Bon, tu es adorable, merci beaucoup. bah c'est Ça super. s'est très Merci bien à toi. passé. J'appréhendais, hein. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parler de soi, Ouais, c'est dur, vraiment. Tu sais que moi, ouais, je c'est suis pas pas du évident. tout ni dans la... Non. Oui, je l'ai Je compris suis ça. beaucoup dans l'action. J'aime avoir des principes, des règles mais dans l'action et pas trop s'éterniser sur soi. Bah, j'espère qu'on a réussi un petit peu avec respect. Oui, puis je te remercie d'avoir parlé un peu de programme aussi. Bah, c'est important. Mm. C'est important. Merci Sophia Chikirou et merci Merci. à vous de nous avoir regardés. Vous retrouvez Sophia Chikirou au-delà de sa circonscription, bien évidemment, sur les réseaux sociaux. Voilà, je mets tes comptes en lien cliquable dans la Ah, description de cette vidéo. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité politique en interview chez Zira. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.